C'est Stéphane Boujna. Bonjour, vous êtes le président du directoire d'Euronext. Le CAC, dans le CAC, ça sera à partir du 22 septembre. Euronext fera son entrée dans l'indice. C'est 11 ans après votre entrée en bourse. Et c'est le même jour que vos 25 ans. Comme quoi, c'était tout tracé. Vous me disiez pendant qu'on discutait pendant la pub, comme quoi il y a des trucs qui marchent. En Europe, notre petit Airbus de la finance, ça fonctionne. C'est comme ça que vous voyez l'évolution d'Euronext. Un truc européen qui a marché. Bah oui, quand Euronext a été recréé en 2014, ça valait 1,4 milliard. Maintenant, ça vaut presque 15 milliards. Ça vaut plus que Bouygues, Airbus, plus que Renault, plus que Accor, plus que Carrefour. Donc, c'est vraiment devenu une société très importante en taille. Mais c'est surtout un projet qui a fonctionné parce que des Européens ensemble ont décidé de réussir ensemble plutôt que d'échouer séparément. Ont décidé de créer quelque chose à l'échelle. Je prends l'analogie avec Airbus parce que Airbus, c'est quoi ? C'est des pays qui ont décidé de plus faire tout seul des avions commerciaux, de renoncer à être capable de le faire tout seul pour pouvoir faire ensemble le concurrent planétaire de Boeing. Eh bien nous, aujourd'hui, Euronext, c'est un groupe qui pas seulement vaut 15 milliards d'euros, mais qui est surtout à 2 fois la taille de la Bourse de Londres pour les marchés actions. Donc c'est vraiment quelque chose que nous avons construit patiemment, avec méthode. On a d'abord travaillé beaucoup sur la marge opérationnelle. C'est d'abord une entreprise qui est devenue très profitable parce qu'on travaille avec une certaine assaise, mais aussi parce qu'on a été capable de faire en sorte que différentes infrastructures de marché en Europe s'intègrent dans un projet commun où chacun a sa place. Et aujourd'hui, c'est une place boursière qui a 2 fois plus de volume qu'à Londres. Et puis par ailleurs, c'est un groupe qui s'est beaucoup diversifié. Oui. Puisque la partie bourse, la partie des métiers de volume ne représente maintenant plus qu'un petit 20% de l'activité d'entreprise. Un petit Airbus sans les Allemands quand même, ce qui est notable. Oui, mais parce que pour des raisons historiques, Deutsche Börse a décidé de rester indépendant. Puis Deutsche Börse est une entreprise qui est beaucoup plus diversifiée qu'Euronext et qui est beaucoup plus grosse d'Euronext. Euronext, ça vaut environ 15 milliards d'euros. Deutsche Börse, ça vaut environ 45 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que ça va changer, cette mise en abîme d'Euronext dans le CAC 40 concrètement à partir du 22 septembre? Qu'est-ce qui change? Nous allons rentrer dans les indices dans l'indice qui représente les 40 entreprises qui ont le flottant, donc la capitalisation boursière accessible par le reste du monde la plus importante, et la liquidité la plus importante. Donc nous allons être un peu plus de 0,5% de l'indice pour permettre au reste du monde qui veut investir dans les plus grandes entreprises françaises de pouvoir le faire à travers nous. Alors, il y a des trucs qui marchent en Europe, puis il y a des trucs qui traînent. Par exemple, l'Union des marchés de capitaux, maintenant c'est l'épargne et l'investissement. François Hulot-Gallo, qui était là vendredi dernier, elle disait il faut se mettre une date, il faut faire comme pour le marché unique, il faut donner une date pour avancer. Il parle du 1er janvier 2028 pour un lancement de cette union. C'est possible d'avancer dans ce créneau de temps? Je pense qu'il a raison de dire que les choses qui ont réussi en Europe sont des choses sur lesquelles on s'est mis en déséquilibre en s'imposant des dates limites. Je ne sais pas si c'est le 1er janvier 2028. J'espère que ça peut être plus rapide que ça, mais il a raison d'insister là-dessus. Je crois que l'Europe a changé de braquet sur ce sujet-là. Il y a une volonté de la présidente de la Commission, un accord des principaux membres du Conseil pour aller très vite sur un certain nombre de choses. Des choses qui relèvent d'abord de la Commission, comme essayer d'avancer sur une supervision unique des marchés, et peut-être aussi d'accélérer la mutation de l'épargne à travers l'Europe. La grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est les marchés actions, mais à l'origine de cette grande différence des marchés actions, il y a le fait qu'aux États-Unis, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes vieux, il faut acheter des actions quand vous êtes jeune, il faut épargner. En Europe, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes vieux, il suffit d'espérer qu'au le moment venu, les gens continueront à payer des impôts et des contributions sociales autour de vous. Donc la vraie différence, pour se construire des marchés actions capables de financer les projets sur lesquels nous invite à investir M. Draghi depuis 1 an, la vraie différence, c'est vraiment organiser une mutation de l'épargne des Français, de l'épargne des Européens, vers une épargne retraite longue investie en actions. C'est la seule manière. Et donc c'est la capitalisation, il n'y a pas d'autre. C'est la seule manière. Parce que la grande différence entre les États-Unis, l'économie américaine et l'économie européenne, c'est pas seulement l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie dont on parle beaucoup. C'est le fait que les États-Unis sont le plus grand gisement planétaire d'épargne longue, parce c'est le plus grand gisement planétaire d'épargne. Parce que les gens en ont besoin. Parce que les gens en ont besoin. Et donc, si nous arrivons à générer plus
d'épargne retraite vers les fonds propres des entreprises, alors le paysage européen est transformé. Donc je crois que dans les ambitions de l'Union pour les marchés de capitaux ou l'Union pour l'épargne et l'investissement, il y a cette volonté d'aller vers une supervision unique, d'aller vers une orientation des fonds propres de l'épargne vers les fonds propres. Vous avez été conseiller de Dominique Strauss-Kahn à Bercy. Comment vous avez regardé là nos débats budgétaires et notamment le fait que François Bayrou place le sujet de la dette au milieu des discussions politiques? Oui, alors c'était à la fin du siècle dernier quand j'étais au cabinet de Dominique Strauss-Kahn, mais effectivement le débat budgétaire il est très très important, il est extrêmement grave. Nous avons maintenant 3 400 milliards de stock de dette, un flux de à peu près entre 300 et 350 milliards qu'il faut lever chaque année, des prêteurs qui sont de plus en plus perplexes. J'entendais certains qui disaient mais la France est une grande démocratie, ce ne sont pas les agences de notation qui dictent la manière dont nous devons faire nos arbitrages. Peut-être, et pourquoi pas, à condition de vivre avec nos moyens. Mais là, comme nous vivons structurellement au-dessus de nos moyens, si on veut continuer à redistribuer de l'argent en l'empruntant aux autres, au reste du monde, il faut bien s'intéresser aux conditions auxquelles ils veulent bien nous prêter. Puisque la réalité, c'est que nous redistribuons l'argent que nous empruntons au reste du monde. Et donc, cette discussion sur le cadre budgétaire, il est extrêmement important. Et je pense que le travail de pédagogie qu'avait initié M. Bayrou est très important. Le travail que continue de faire M. Lecornu est très important. Il a raison de dire qu'on n'a pas de raison de craindre l'arrivée du FMI, mais on ne peut pas se satisfaire du status quo, parce que ce qui est vrai, c'est que même si le FMI n'est pas prêt d'arriver chez nous, le coût de notre dette, la charge que nous coûte cette dette devient spectaculaire. On est passé de à peu près 30 milliards en 2020 à 67 milliards cette année, bientôt 75 ou 85 pendant l'année des présidentielles. Donc l'asphyxie de la recette publique qui est engloutie dans la charge de la dette est un problème spectaculaire. Alors bien sûr, nous sommes un peu isolés dans notre vie quotidienne de la contrainte extérieure, puisque nous empruntons tous à des taux fixes pour notre appartement. On est protégé des risques en France. La France a organisé depuis 50 ans, 40 ans, une protection de la contrainte extérieure. Nous avons l'impression qu'il n'y a plus de contrainte monétaire parce que nous avons l'euro qui diffère, mutualise, retarde, atténue la contrainte monétaire. Nous empruntons à taux fixe, donc quand les taux montent, c'est plutôt le problème de la banque que notre problème à nous, puisque nous, on paye à taux fixe. Et enfin, quand il y a des grands chocs extérieurs qui ont un impact sur l'inflation, on met en place des dispositifs comme le bouclier tarifaire qui fait qu'on ne paye pas le prix de l'énergie. Donc, on atténue les chocs. La société est isolée. Et là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la cristallisation, l'intensification d'une contrainte extérieure sur le coût de l'argent que nous empruntons pour tout simplement redistribuer, puisque le débat de l'argent que nous empruntons est redistribué. Le débat public n'est pas allé sur le niveau de la redistribution. Le débat public est allé sur la taxation des riches. Est-ce que pour vous, c'est une bonne pente? Est-ce qu'il y a des symboles qu'il faut faire passer pour peut-être arriver demain à baisser les dépenses? Non, mais ça, c'est une question complètement politique, de savoir... le bon débat, c'est le suivant. C'est que si on veut rétablir les comptes publics, il faut agir sur 3 leviers. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est quels sont les prélèvements qu'on peut augmenter et quels sont ceux qui sont le moins toxiques pour la croissance. Et si on décide de taxer un peu plus le patrimoine, qu'est-ce qui sera le plus neutre sur la croissance? Ensuite, réduire les dépenses, c'est réduire les dépenses en essayant d'aller là où les choses sont le plus massives. Et aujourd'hui, le plus gros réservoir de dépenses accessibles qui peut avoir de l'impact, c'est le coût des retraites. Vous savez, on a 1700 milliards de dépenses publiques. Et j'entends que vous n'êtes pas contre une taxe sur les hauts revenus si ça n'abîme pas la croissance. C'est une question politique qui est quelle est la meilleure manière à la fois de faire... Les pays qui ont rencontré les difficultés que nous avons rencontrées ont fait 3 choses. Augmenter la fiscalité en essayant de toucher à ce qui n'a le moins d'effet sur la croissance, y compris d'ailleurs, pour la plupart des pays qui ont été dans le mur, augmenter la TVA. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Les pays qui ont rencontré des difficultés comme les nôtres sont à 21, 22, 23. Par ailleurs, réduire la dépense, mais aujourd'hui, le plus gros gisement de réduction des dépenses, c'est le coût des retraites. Vous savez, 1700 milliards de dépenses publiques, la moitié en dépenses sociales, la moitié de cette moitié, 470 milliards,
les retraites. C'est en agissant sur les retraites qu'on peut avoir le plus d'effet. Et on revient à la capitalisation, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Stéphane Boujnah d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.